Je suis très heureux de vous accueillir à la Galerie Hamilton où se déroule la 4e édition du festival Fiction Documentaire, festival consacré à la photographie sociale à Carcassonne. Ce festival aurait dû avoir lieu en 2020 au mois de novembre et pour les raisons que vous connaissez tous, nous avons été obligés de le reporter. Et au lieu de présenter 10 expositions dans 10 endroits différents pendant un mois, nous allons du mois de janvier au mois de juin vous proposez ici même à la Galerie Hamilton, 30 rue Armagnac à Carcassonne, de découvrir l'intégralité de notre programmation, fractionnée de mois en mois. Après avoir accueilli Gilberto Guézard et Laura Lafont, nous accueillons aujourd'hui Andrea Eschenberger et Arnaud Brignon qui sort de résidence. Je vous invite à me suivre et à aller à leur rencontre. Nous voilà dans le lieu qui va accueillir pendant plusieurs mois cette 4e édition du festival. Et je vois que notre conseiller artistique Christian Gattinoni et notre invité Andrea Eschenberger sont prêts à nous recevoir. Et je laisse la parole à Christian. Andrea, heureux de te trouver ici avec cette série inédite qui s'appelle donc 2016 Petite encyclopédie sociopolitique illustrée du Brésil contemporain. Alors, c'est au mur un certain nombre de photographies et puis un petit livret qui regroupe des textes. Et je trouve qu'il est toujours difficile de lire des textes au mur et je pense que c'est plus intéressant de les avoir sur un livret séparé. Donc ce choix photo-texte, comment tu l'as mis en place ? Bon, déjà, j'aimerais te remercier et merci à Eric d'être ici. En fait, ça, c'est un travail qui s'est développé pendant plusieurs années, 3 ans environ. Et donc, j'ai commencé avec peu d'images et au fil du temps, les images se sont rajoutées et du coup, j'en suis arrivée à 39. Et donc, comme tu dis, chaque image est accompagnée d'un texte et ce sont des textes assez longs parce que c'est des invitations que j'ai faites à des chercheurs, donc ils vont faire une analyse de chaque image qui a quand même une bonne page. Et donc, je me suis dit que pour 39 images avec 39 textes costauds comme ça, ce serait un peu difficile pour les personnes qui viennent voir l'exposition de suivre. Donc, j'ai développé déjà un travail, parce qu'à la base, l'idée c'était de faire un livre, donc j'ai commencé à travailler sur ce livre, et de là, j'ai sorti ce petit livret qui, donc, voilà, il est là, les gens peuvent venir, ils peuvent lire ce qu'ils ont envie de lire. Voilà, donc il y a cette possibilité aussi de ne pas être debout derrière l'image pour pouvoir lire les textes. On peut aller quelque part, le lire, après venir. Voilà, D'accord. Alors, je pense qu'aussi, ce travail, il n'est pas indépendant de ta formation, puisque tu as un doctorat en anthropologie. Et moi, j'ai été assez fasciné par les qualités des gens que tu as réunis autour de tes images. C'est vrai que les fictions documentaires, elles sont toujours en lien à une communauté. Et là, j'ai trouvé cette communauté, alors, bien sûr sur ton peuple, mais aussi sur cette communauté intellectuelle de gens des sciences humaines, des arts, de la critique, des artistes, donc toutes sortes de gens qui sont concernés par la situation politique actuelle du Brésil. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de cette communauté et comment tous ont-ils répondu favorablement par rapport à ta série ? Oui, comme je disais, donc j'ai commencé avec très peu d'images et donc j'avais un cercle d'amis qui étaient dans les milieux universitaires. Donc j'ai commencé à travailler avec ces amis. Je proposais à des gens de choisir une image et d'en parler. Et au fil du temps, mon stock, c'est fini. Donc, j'ai commencé à regarder d'autres personnes en dehors de mon cercle qui pourraient s'intéresser par le projet. Donc, dans ce cas-là, je faisais plutôt une invitation par rapport à une image. Donc, je regardais, par exemple, qui c'est qui travaille ici, on a dans ces images-là, je crois que c'est encore de la première partie.
Mais je prends par exemple l'image de la poignée serrée. Oui. Donc, ça parle des mouvements noirs au Brésil qui se renforcent en ces moments. Donc, je suis allée chercher, voir qui c'est qui travaillait sur ces mouvements noirs pour faire l'invitation. Donc, ce sont des spécialistes, en fait, dans leur domaine sociopolitique et des sciences humaines, voilà, ou de l'art, qui ont répondu à ton... Donc, ça veut dire aussi que ton choix d'objet du quotidien, pour évoquer cette situation nouvelle du Brésil depuis le coup d'État de Bolsonaro, l'arrivée au pouvoir de ce populiste Bolsonaro, ce choix d'image répond à une vraie situation de la lutte aujourd'hui dans ton pays. Oui, en fait, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est qu'il y avait des images, en fait, souvent des objets du quotidien qui devenaient des images d'une époque. Donc, je prends les deux images avec lesquelles j'ai commencé le projet. C'est la coxinha, c'est un beignet salé qu'on mange partout dans le pays. Et d'un coup, ça devient le symbole de la droite. Et après, en réponse à ça, on prend la mortadelle, qui c'est un aliment très bon marché et facilement accessible aux pauvres. Et on prend ça pour en faire un symbole de la gauche. Donc, je me suis dit que c'était quand même intéressant de voir que ces éléments du quotidien, ils prenaient cette charge politique à un moment donné. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de regarder un petit peu la période avant 2016, quand Dilma Rousseff est destituée de manière controversée. Donc, il y a des images qui commencent déjà à évoquer ce qui va se passer. Et après, il y a tout un ensemble d'images qui découlent de ces changements politiques qu'on a eu suite à la destitution de Dilma. Donc l'idée, c'est ça, c'est de construire une histoire par les biais des images, et c'est pour ça que ces chercheurs se sont intéressés au projet aussi. D'accord. En même temps, alors, bien sûr, il y a des images d'objets qui n'appartiennent pas qu'au Brésil, mais quand on lit le texte, on comprend aussi que leur situation dans la société brésilienne est différente de ce qu'on peut avoir dans notre société ou dans d'autres sociétés européennes. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que tout d'un coup, ça donne une autre lecture de ces objets. Oui, en fait, il y a des choses que, voilà, les terraplanistes, je prends comme exemple, ça c'est quelque chose qui est un peu évoqué dans différents pays, mais au Brésil, c'est devenu quelque chose de très fort. Même notre président, il croit au terraplanisme. Donc, attends, c'est-à-dire à l'idée que la Terre est plate, c'est ça? Voilà. D'accord. Donc voilà, donc j'ai pas cherché à regarder comment ça se passait en dehors du Brésil, c'était vraiment regarder comment ces images pouvaient raconter une histoire d'un certain moment sociopolitique. D'accord. Et alors, est-ce que l'accrochage linéaire qui est fait ici, qui n'était pas celui qu'on avait prévu dans la première version c'était un immense tableau de, je ne sais pas combien, 13 images par 13, je suppose. Là, ce sont donc 4 ensembles linéaires. Est-ce qu'il y a une chronologie ou il y a un rapport de montage entre les images? Comment tu les as pensées? Là, tu parlais de la coxinha et de la mortadelle. Bon, elles sont côte à côte, effectivement, donc on le comprend. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Oui, en fait, dans la maquette que je prépare, je l'ai fait par ordre alphabétique. Mais pour l'exposition, je me suis dit, comme les gens ne vont pas avoir les mêmes temps de lecture qu'on a sur un livre, ça pourrait être intéressant de les montrer un peu par ordre chronologique, sans l'être vraiment très précis. Mais donc j'ai commencé avec ces images qui annoncent déjà la destitution de Dilma et les images qui viennent par la suite, donc jusqu'à l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir, et des images qui ont un rapport à son gouvernement. Donc je me suis dit que
ça pourrait être plus simple pour les visiteurs de suivre le fil. Et après, l'idée qu'on avait eue à la base de le mettre en forme de mosaïque presque, c'était un peu... parce qu'en fait, quand on regarde toutes ces images toutes ces images ensemble, c'est presque comme un jeu d'enfant. Ouais. Donc ça montre un peu comment on infantilise la politique dans le Brésil. Ce qui est facilité aussi par le choix, là aussi quasi documentaire, du fond blanc, de l'objet détaché de tout contexte. Oui, aussi. là c'était un peu l'idée, voilà, on va faire une étude, on va prélever un corpus. Un corpus, voilà, et on va en faire une étude, donc on va l'amener au studio, on va l'isoler, on va le photographier. Voilà, donc c'était un peu dans ces jeux aussi de jouer, voilà, jouer entre l'artistique, les scientifiques. Et la série se termine ici par une image blanche. C'est quoi cette image blanche? En fait, c'est qu'il y a souvent de nouvelles images qui surgissent. Et donc, voilà, ça veut dire qu'il y a une continuité peut-être. Donc, tant que je n'ai pas édité le livre, il y a de la chance d'avoir des nouvelles images qui vont rentrer dans la série. Donc, voilà. Et ces nouvelles images, ça serait de nouvelles formes de lutte populaire à travers des objets du quotidien? Oui, j'espère aussi qu'il y aura des images qui montrent des changements positifs dans notre politique brésilienne. Donc, on verra bien. Ok, bien, espérons. Et écoutons ces textes, témoignages de toute cette communauté qui a réuni 2016 cette petite encyclopédie sociopolitique, parce que c'est important pour nous dans l'approche qu'on peut avoir du Brésil et des luttes qui traversent le pays actuellement et pour lesquelles on sait de quel côté on doit se placer. Oui, mais surtout que voilà, ça se passe au Brésil, mais ça ne reste pas que là-bas. Ça touche ailleurs aussi. Hein. Si on parle de l'Amazonie, par exemple, ce qui se passe là-bas, c'est vraiment épouvantable et ça peut avoir des conséquences pour la planète. Bien sûr. Donc, bien sûr. Donc sans voilà, compter que les populismes sont aussi actifs dans d'autres pays. Voilà, exactement. Et donc, cette lecture d'une société à travers ces objets est quelque chose de très précieux et on est heureux de pouvoir le partager ici. Merci. Merci et donc, on aussi. va laisser passer tes images en diaporama et on va se rendre sur l'autre exposition. Merci. Merci beaucoup.
Arnaud Brignon est invité par le GRAF à venir rencontrer les différents publics dans le cadre du dispositif mis en place par le réseau Diagonale entre les images. Il s'agit de faire travailler entre eux 3 de nos publics. Un public accueilli par Haute Urgence Accueil, une association qui s'occupe de SDF sur Carcassonne, l'atelier des femmes malvoyantes du GRAF et les femmes gitanes avec lesquelles nous travaillons depuis plus de 30 ans. Et ce projet est monté en collaboration avec le Centre photographique de Lectoure et une entreprise d'insertion par le travail. Nous retrouvons donc Arnaud Brignon et Christian pour la présentation de ce travail. Bien, Arnaud, bonjour. Bonjour. On est heureux de pouvoir montrer ce nouveau travail qui fait suite à cette résidence. Ce travail qui questionne la photographie de famille, donc comme un outil commun à différentes communautés, celles avec lesquelles tu as travaillé, mais aussi d'autres gens. Qu'est-ce qui t'a amené à réfléchir avec ces différents publics sur la photo de famille? C'est parti au départ d'une exposition de mon travail sur la famille, puisque moi je mène un travail personnel sur la famille depuis 10 ans maintenant. Et ce travail a été exposé à Lectoure, qui donc fait partie du projet. Et j'ai été invité donc à essayer de travailler avec les différents publics de Lectoure et d'ici sur une thématique, sur une thématique. Et assez naturellement est venue cette idée de la famille, à la fois en lien avec l'exposition, mais surtout parce que c'est quelque chose, finalement, la photographie de famille, qui est assez universellement partagée. Finalement, je me suis dit, là on avait un territoire rural à Lectoure, un territoire plus urbain à Carcassonne, on avait des groupes d'appartenance très différents, entre les femmes gitanes de Berrias, les ouvriers agricoles à Lectoure, on avait des groupes d'appartenance a priori très différents, et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait nous rassembler? Ça pourrait être la photographie de famille. Et justement, j'avais un peu cette envie en fait, d'aller questionner ces codes. En fait, est-ce que finalement, notre album de famille va être différent selon la communauté dans laquelle on vient? Ou est-ce que... Voilà, donc c'était un petit peu ça l'enjeu au départ du travail. D'accord. Et donc, ici, on est entouré de ces grands tirages, et puis derrière ces grands tirages, et au-dessus, dans la galerie Hamilton, il y a de petits tirages photographiques qu'on attend plus sur la photo de famille, mais en même temps, tu as eu envie d'agrandir un certain nombre de ces images produites avec les différents publics. Alors, pourquoi ces différents formats? Alors, il y a différents formats, puis il y a différentes sources aussi d'images, puisqu'en fait, le point de départ, ça a été donc de partir des albums de famille des gens. J'ai demandé aux participants de venir avec ce qui était pour eux leur album de famille. Ce qui peut être très différent. Certains, ça peut être un téléphone pour certains, un album de famille. Bien sûr. Donc ça peut être très différent. Et on est parti de toute cette iconographie pour d'abord mettre en commun cette iconographie de famille et commencer à se poser les questions de savoir quelles étaient les ressemblances, quels étaient aussi peut-être les codes par époque, etc. Et après, dans un second temps, on a reconstitué comme un album un peu fictionnel qui mélangerait toutes ces photos-là, en se disant qu'on allait nous-mêmes s'intégrer dans cet album, en refaisant des photos à la manière d'eux, et en permettant de revivre finalement à certaines époques. Et donc on a ces photos qui nous entourent, ce sont des photos d'aujourd'hui par contre, qui ont été refaites à la manière, on va dire, d'un temps ancien, puis avec cette question aussi de l'effacement par le temps de l'image. Et du coup, les participants en fait, ont vraiment cherché à comprendre les codes iconographiques. Une fois que ce travail a été fait, en effet, il y a un travail de scénographie. Et moi, j'ai voulu faire ce choix, du coup, de mettre pour ces photos-là, qui sont que des portraits finalement assez serrés, d'être un peu dans ce face-à-face pour le visiteur, avec d'être comme dans le cercle de la famille, de rentrer dedans et d'être entre ces regards de la famille, et de se retrouver à même échelle que le visiteur, et puis de casser aussi justement, comme tu le disais, l'échelle un peu classique du format de famille, qui est la petite image qu'on voit, et d'avoir ces deux échelles finalement. Voilà. Quand tu dis à la manière de, c'est à la fois dans la gestuelle, dans les postures,
dans les mouvements chorégraphiés ou pas des différents amateurs qui se prennent dans les photos de famille. C'est ça, en fait on a regardé les photos par époque et on s'est demandé qu'est-ce qui faisait que sans même lire la légende, on pouvait dater une image. Alors il y a des histoires évidemment de décors, d'accessoires, mais par exemple dans les années 20 c'est beaucoup de portraits sur fond blanc, donc finalement on peut pas, c'est pas l'arrière-plan qui va nous aider. Et du coup, on a regardé en effet à la fois le style photographique, donc on a réutilisé des appareils photo de l'époque. Ici, par exemple, c'est une vieille chambre photographique qui nous a permis de faire ce travail-là. Et aussi, évidemment, les postures des gens. Le fait que dans les années, jusqu'aux années 50, on ne sourit peu sur les photos. C'est quelque chose de sérieux qui a plutôt référence à la peinture classique. Et puis après, à partir des années 70, au contraire, il faut qu'il y ait une espèce de mouvement. C'est plus ludique, oui. Ouais, il faut qu'il y ait une espèce de mouvement instantané. Ouais. Et puis aujourd'hui, on revient à moins de mouvement, de nouveau, il faut reposer en fait pour le téléphone, à la manière des réseaux sociaux, on repose en fait d'une certaine façon, quoi. Voilà, donc. Alors, ce matin, en présentant justement une partie de ces gens qui ont travaillé avec toi le travail, je me suis dit que finalement c'était pour aujourd'hui une version 21e siècle de Family of Man, mais beaucoup moins idéaliste, c'est-à-dire que tu t'appuies sur une communauté précise et pas sur l'homme universel, tel que Steichen l'avait et les photographes qu'il avait invités le font. Et est-ce que cette référence te paraît pertinente ou pas Oui, alors c'est un peu plus modeste hein, comme ambition que cette exposition. En fait, l'idée, moi, est moins finalement moins sociologique, moins universel en effet, et plus quand même d'aller créer un lien intime aussi, d'aller chercher en fait ce qui fait écho chez nous dans la même famille en fait. Et moi, ce qui m'a plu aussi quand on a travaillé ensemble, c'est que finalement il y avait des échanges possibles entre des groupes qui a priori ne se connaissent pas, ne se parlent pas spécialement, et par ce lien intime en disant l'universalité, elle vient de l'intimité et du très très personnel en fait. Et c'était ce lien-là qui m'intéressait plus que d'essayer de faire une photographie universelle de ce que peut être la photographie de famille, quoi. Voilà. Non, mais si j'y pensais aussi, c'était dans le mélange des formats, parce que c'est vrai que l'exposition telle qu'on peut la voir au Luxembourg, encore dans une version réduite aujourd'hui, de Steichen, était la première qui mettait des photos de très grand format, à côté de photos de format plus traditionnellement photographique. Et c'est aussi ça qui m'y a fait penser, en me disant qu'aujourd'hui, si peut-être les fictions documentaires sont capables de travailler ces questions à partir d'une communauté et sans prétendre qu'il y a un homme universel qui serait détaché de tout, mais de voir ce que l'on peut encore partager à travers les images et les images de famille. Et puis il y a aussi la dimension collective aussi d'une construction collective dans cette exposition dont tu parles. En fait, il y a aussi cette dimension de mélanger finalement un travail, du coup, mon travail, avec aussi des travaux amateurs. Il y a cette même dimension du mélange en fait des images de famille qu'on peut retrouver, c'est vrai, dans cette exposition-là. Et du partage des images. Et donc, cet ensemble, je le trouve émouvant et questionnant aussi. Et c'est aussi ce petit jeu que tu as proposé de continuer d'afficher un album imaginaire avec des photos amenées par les uns et par les autres pour continuer pendant tout le temps de l'exposition, que ça se construise au mur avec les initiatives de chacun et les rapprochements de chacun. Bah, c'est ça, parce qu'en fait, quand on fait un album photo, on se retrouve tous un peu comme dans le rôle du commissaire d'exposition, de l'iconographe, et on a tous des associations à faire. Et évidemment, personne ne fait les mêmes. Bien sûr. Et c'est ça qui était assez... Finalement, une fois qu'on avait amassé toute notre matière photo, nous, les participants, on s'est amusé à reconstruire des albums photos. On s'est amusé à faire des pages et à faire des légendes. Et c'est vrai que c'est quelque chose... Finalement, c'est là qu'en fait...
se crée ce lien un peu émotionnel, ce lien intime, et cette narration en fait que chacun veut mettre dans un album de famille. Et c'est vraiment ça que j'ai voulu aussi reproposer au public qui vient dans l'exposition, en leur remettant à disposition toutes les images qui ont été la base de ce travail, donc qui mélange les images d'un album de famille plus celles qu'on a fait aujourd'hui, et eux-mêmes sur ce mur en fait de construire comme on voit dans certaines familles comme un pêle-mêle au mur, on mettrait plein de photos, et de refaire ce pêle-mêle, mais en construisant eux-mêmes leur narration telle qu'ils l'imaginent, et en construisant des liens imaginaires, mais des liens que eux s'imaginent et peuvent proposer aux autres en fait. Tout à fait, donc c'est effectivement aussi dans cette liberté du public de se projeter dans ce travail. Et donc, eh bien, on va laisser maintenant la place aux images, à tes images sous forme de diaporama. Et donc, merci à toi et bonne suite du travail. Merci beaucoup. L'ouvrage On n'est pas des robots, ouvrage qui sous-tend la prochaine exposition que nous devons à Cécile Moigère, Cécile Cuny, Nathalie Moigère et Hortense Soichet, et qui aborde, cette exposition va aborder le nouveau prolétariat à travers les plateformes de logistique qui fleurissent un peu partout sur notre territoire. À cette occasion d'ailleurs, en collaboration avec le Festival du film politique, un week-end fort est prévu les 11, 12 et 13 mai, où nous aborderons donc des rencontres critiques en présence de Christian Gattinoni et de Michel Poivert, mais également projection de films de Ken Loach et toute une série d'animations, mais d'ici là, nous aurons l'occasion de vous en reparler. Le 4e festival fiction documentaire, c'est à Carcassonne, c'est à la Galerie Hamilton et c'est ouvert tous les jours de la semaine de 14h à 17h30, on espère bien plus tard d'ici quelques jours, et le samedi de 10h à 17h30.